Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Rue des écoles. Cette collection accueille des essais, d'un intérêt éditorial certain mais ne pouvant supporter de gros tirages et une diffusion large. La collection Rue des écoles a pour principe l'édition de tous travaux personnels, venus de tous horizons, historiques, philosophiques, politiques, etc. Déjà paru. Lucien Taupeneau, un médecin d'hier se souvient. Hippocrate en Bourgogne, 2009. Farid Mebarki, être maghrébin et policier. La police de l'intérieur, 2009. Gilbert Claude Toussaint, revenir pour revivre. Algérie 1957-2009. Pauline Abadi-Douce, graines de rencontre, 2009. Marie Guichard, un cancer pour deux, 2008. Yves Ranty, Aurore MACHEMY, le triomphe de la santé. Tout malade est un bien portant qui s'ignore, 2008. Jacques Franck, le vieux communiste. Parcours du militant, 2008. Aïssi le Duc, art de la danse et spiritualité, 2008. Joseph Bonnet, le chemin de Compostelle. Témoignage, 2008. Paul-Louis Dassan, le boulier solitaire, 2008. Pierre Jenoudet, de la lumière aux ténèbres. Lieutenant en Indochine, 1951-1954, 2008. Bernadette LedouxbrodSky, ici et ailleurs. Parisienne dans le Maryland, 2008. Maggie Chazal-Martin, journal d'une institutrice débutante, 2008. Claude Leborgne, dites voir Seigneur, 2008. Sylvette Dupuis, souvenirs arrangés, 2008. Jacques Reynaud, parfum de jeunesse, 2007. À mes compagnons de combat qui sont restés mes camarades. À Michel, Julien, Jean, Jean-Claude, André, Gérard qui sont devenus mes amis. À mon épouse Monique et à mon fils Renaud qui m'attendaient. À Thibaut qui en fut la conclusion. Avant-propos. Au début 1956, le gouvernement a décidé pour faire face à l'expansion de la rébellion dans les départements algériens, de rappeler sous les drapeaux une classe de réservistes, soit à peu près 300 000 hommes. Un geste important puisque pour la première fois depuis 1944, il était fait appel à la conscription pour assurer la défense du territoire national. J'ai fait partie de ce rappel et durant une année j'ai assuré comme lieutenant-chef de section, puis comme commandant de compagnie la mission de maintien de l'ordre et de pacification sur le territoire algérien. Tout au long de cette période j'ai tenu des carnets dans lesquels je consignais les tâches quotidiennes de mon unité, les problèmes auxquels nous devions faire face et les réflexions que m'inspirait notre action. Cette mobilisation ne visait pas seulement à adapter les effectifs au développement de l'activité des rebelles. Elle avait aussi une signification politique. Elle démontrait la volonté du gouvernement de trouver une solution à la révolte dans le cadre national. Certes, répondre aux revendications à l'origine de celle-ci mais sans céder à la violence. Une démarche dont l'appel à la nation en armes était le garant. Dans le cours d'un conflit qui durera 8 ans, ce moment de la mobilisation de tous les Français, qui ne s'étendra que sur quelques mois, présente un caractère très particulier. Un caractère particulier par la nature des troupes engagées, par la mission spécifique qui leur a été confiée, on ne parle pas de guerre mais de pacification, et par les résultats obtenus. Sans doute, la tentative a été trop limitée dans sa durée, et ces résultats n'ont pas influencé durablement le cours de ce qui est devenu une guerre. Ce récit tiré de mes carnets n'est qu'un témoignage sur cette période particulière du conflit et surtout une marque de reconnaissance à tous ceux qui en furent les acteurs. J'ai volontairement modifié les noms de ceux à qui je n'ai pas pu le soumettre. Comme d'autres l'ont dit plus tard, non, je ne regrette rien. Première partie, le rappel. Ce matin, la 13e division légère d'infanterie embarque sur les quais du camp de Sissonne, direction l'Algérie et plus précisément, le département d'Oran. Constitué de 2 régiments d'infanterie, d'un régiment de cavalerie, d'un régiment d'artillerie, d'un groupe de transport, d'une escadrille d'observation et de divers éléments organiques, sa caractéristique est d'être entièrement formé de réservistes mobilisés depuis le mois de mai précédent. Lieutenant d'infanterie, j'y appartiens au poste modeste de chef de la section du courrier de l'état-major. Il y a un mois,
J'étais un civil tranquillement installé dans un quotidien sans histoire. Je suis aujourd'hui un officier d'une unité qui vient de se préparer au combat. Une différence notable. Le changement a été une surprise. La guerre d'Indochine, les débuts de la rébellion algérienne ont fait appel à l'armée professionnelle et au contingent. Aujourd'hui, c'est autre chose. On demande à des citoyens de quitter leur profession, leur famille pour à nouveau combattre. Certes, ils ont en mémoire les récits des anciens sur ce que furent les mobilisations de 1914 et de 1940. Et ils vérifient ce qu'on leur a dit, qu'il est possible en quelques semaines de passer de la pagaille civile à l'ordre militaire, d'une cohue d'individus à des formations opérationnelles. Et finalement, la transformation s'accomplit sous nos yeux, sans difficulté majeure. L'organisation programmée s'impose rapidement, et tout aussi rapidement, les mobilisés, dont je suis, retrouvent les réflexes du soldat. Certes, la soudaineté du rappel, alors que l'opinion n'accorde pas une attention particulière à ce qui apparaît, encore comme une révolte sans lendemain, a provoqué des réactions parfois vives chez ceux qui en sont l'objet. Mais il faut bien dire qu'à la 13e DLI, elle se calme rapidement et l'unité se constitue sans grande difficulté. La presse, la radio et la télévision ont tendance à grossir quelques incidents un peu violents. Le 4 juin, jour du départ, tout est rentré dans l'ordre et les péripéties parfois cocasses du passage du civil au militaire sont oubliées. L'unité constituée est prête à l'action, sinon parfaitement rodée à sa conduite. De ces semaines de mise en place, je conserve des souvenirs qui mêlent la rigueur du rappel, l'apparent désordre du départ et des situations parfois amusantes. L'état-major de la 13e DLI. Je dois sans doute mon affectation à l'état-major de la 13e au fait que je suis en cours d'obtention de la qualité d'ORSEM 1. Tous les autres officiers de réserve de l'état-major sont, déjà, brevetés dans cette spécialité. Néanmoins, nous avons le sentiment d'être des amateurs parmi les professionnels qui nous entourent. Et pourtant, cet état-major a été formé à la hâte en prélevant les officiers d'actifs dans des corps de troupes ou des services de la première région militaire. Ils ont constitué immédiatement, autour du général désigné et de son adjoint, une équipe homogène qui travaille sans à-coups. La plupart des officiers supérieurs sont brevetés d'état-major et tous possèdent une longue expérience qui, commencée dès avant 1940, s'est poursuivie dans les combats de la libération puis dans ceux d'Indochine. La guerre est une seconde nature pour eux. L'accueil des réservistes est sympathique, mais on nous prévient qu'il faudra rapidement s'adapter au rythme de fonctionnement de l'ensemble. Notre inexpérience n'est pas une excuse. En soi, le challenge vaut la peine d'être relevé, comme dans toute profession. L'équipe soudée que nous intégrons comprend cependant quantité d'individualités qui contribuent chacun à l'esprit de l'unité dans le travail. Le général, pour commencer, un polytechnicien d'origine, grand spécialiste des armes savantes. Il n'en sait sans doute pas plus que nous sur le type de combat que nous allons devoir affronter. Il se plonge immédiatement dans l'étude du nouveau problème qu'il doit résoudre. Son adjoint porte un nom qui sert la France depuis des siècles. Il a été un homme de terrain depuis plus de 20 ans. Un nouveau terrain se présente, il y entre sans hésitation. Le responsable des blindés, lui aussi un homme de tradition militaire, est le témoignage vivant de l'histoire guerrière récente du pays. Il a perdu un œil en 1940, une jambe en Tunisie en 1943 et un bras en Indochine. Mais en bon cavalier, il va toujours de l'avant. Le commandant de l'artillerie a fait ses premières armes en Italie, à Cassino, et n'a plus cessé de servir. Tous les autres officiers sont à l'avenant, et je me fais petit et discret dans ma fonction de scribouillard. Je ne suis pas destiné à devenir un héros. Popotier. Comme je suis le moins élevé en grade, sinon le plus jeune, le chef d'état-major, un PETSEC, service, m'informe sans ménagement que je suis de droit popotier du PC divisionnaire. Une faveur dont je me serais bien passé et qui m'inquiète un peu, tant ce qui touche au ravitaillement, à l'organisation des repas, à la comptabilité m'est étranger. Depuis que je suis entré au lycée en 1937, je n'ai jamais mangé que dans des cantines ou des bistrots d'hiver. Et me voilà transformé en gérant d'un restaurant que je dois créer, en rassemblant le matériel nécessaire à prélever dans différents corps de troupes ou établissements.
Contrairement à mon attente, la démarche va m'apporter beaucoup d'agréments. On me remet une liste des matériels et de leurs emplacements, on m'affecte un GMC et un chauffeur, et en route pour la tournée des magasins. Le chauffeur du GMC est un rappelé du Nord, roux comme ses ancêtres vikings, riant en permanence, décontracté mais efficace et connaissant parfaitement la région. C'est une chance, car la plupart des garnisons ou des dépôts dont les noms sont inscrits sur ma liste ne me disent rien et je ne les situe même pas en gros, car je l'avoue, je n'ai jamais eu l'occasion de mettre les pieds dans les départements du Nord. Nous établissons ensemble le programme de la tournée et nous partons, musardant le long des routes, en évitant soigneusement les grands axes au profit des voies secondaires. Je fais confiance à mon chauffeur qui connaît tous les raccourcis d'un point à un autre, sans avoir besoin de carte. Je m'aperçois bientôt que ces itinéraires paraissent reliés surtout entre eux des bistrots de campagne. Dès qu'il en aperçoit un, il me demande respectueusement : « On peut s'arrêter, mon lieutenant ? » C'est un cousin, ou une cousine, ou une tante, ou une belle-sœur qui tient le café. Je voudrais lui dire bonjour et lui annoncer mon départ. Bien entendu, je ne peux refuser et nous faisions halte devant l'estaminet dans lequel nous sommes accueillis, il est vrai, comme les enfants de la maison. Mon collaborateur est parfaitement connu, et je commence de mon côté à faire connaissance avec le duo, Café Noir spécial du Nord et Bistouille, le verre de genièvre qui l'accompagne. En rentrant en fin de journée, les chargements effectués, un peu dans les vapes et recroquevillé sur mon siège, je me pose des questions absurdes. Le chauffeur est sans doute un exemple des grandes familles du Nord. Nous avons visité une bonne dizaine de cafés. Une famille vouée essentiellement au commerce des boissons. Heureusement que les gendarmes sont occupés à la mobilisation car sinon, on aurait pu assister au spectacle d'un lieutenant d'état-major, bourré, conduit dans une salle de police par des pandours réprobateurs. Finalement tout s'est bien passé et en 2 jours, j'ai rassemblé tout le matériel nécessaire. J'ai même acheté dans un bazar des nappes en plastique qui ne figuraient pas sur la liste, et qu'on oubliera de me rembourser. Je constate d'ailleurs à cette occasion, que le confort d'un QG en campagne est loin d'être négligeable. Inspection du 129 RI. Les régiments de la division se constituent en divers centres de mobilisation. Le plus près de notre PC, installé à Compiègne, est le camp de Sissonne où se met sur pied le 129e RI. Fin mai, le général décide d'inspecter l'unité en formation. Le fonctionnement encore peu actif du service de courrier me laissant des loisirs, il décide de me réquisitionner comme officier d'escorte. Le spectacle qui s'offre à nous à l'arrivée est pour le moins surprenant. Le camp tient du champ de foire. En dépit de cela, on sent que la mise sur pied s'effectue correctement mais différemment de ce qui était prévu. Le mécanisme du rappel date certainement de 1939. Les ordres d'appel, les trains de mobiliser, l'accueil en gare et direction les unités. Il n'a pas résisté à l'évolution du monde moderne. La France n'est plus rurale et piétonne mais urbaine et motorisée. Plutôt que d'emprunter le train, bon nombre de rappelés ont pris leur voiture. Et comme la voiture a au moins 4 places, ils sont arrivés avec la famille. Des parkings ont été aménagés en hâte, ils deviennent rapidement des campements. Femmes, enfants, parents même souhaitent rester à proximité du mobilisé tant qu'il ne part pas. Cela ressemble à un Woodstock de la guerre, dans un charivari invraisemblable et une noria impressionnante de véhicules de tout type, de la 4CV à la camionnette de livraison, sans compter les Jeeps, GMC 4x4, qui sortent de leur stockage. Dès qu'ils sont immatriculés, les soldats rejoignent leur famille et il est difficile d'en rassembler 10 pour assurer une corvée. Le général contemple le spectacle, inquiet, et s'en étonne devant le colonel qui lui répond placidement « Tout marche bien ». À l'évidence cela paraît faux, et pourtant le colonel a raison. Le rassemblement des armes, du matériel et des équipements s'effectue normalement. Les artisans de ce prodige sont à l'évidence les sous-officiers. Dès leur arrivée, ils ont pris le problème à bras-le-corps. Ils se démènent comme des diables, percevant eux-mêmes les dotations qu'ils entreposent dans leurs chambres, réquisitionnant les hommes de troupe pas assez prompts à s'esquiver pour effectuer les corvées. Percepteurs, manutentionnaires, chauffeurs, ils font en sorte que sur l'aire prévue, petit à petit, le régiment prend forme. Il est vrai que sur le plan technique,
La mobilisation est parfaitement planifiée et organisée grâce à l'infrastructure en place. La 129e se forme à partir de ce qu'on appelle une division OTAN, encoconnée. Dans l'éventualité d'une mobilisation, l'ensemble des armes et des matériels a été rassemblé dans de vastes dépôts qui permettent, en quelques jours, la mise à pied d'une grande unité. Tout est répertorié, inscrit sur des fiches qui descendent jusqu'au niveau compagnie. Munis de celles-ci, les sous-officiers n'ont qu'à percevoir dans les différents hangars les dotations des unités élémentaires. Sur ce plan, tout se passe bien. Ce qui préoccupe tout le monde, c'est le caractère volatile de la troupe qui a plus tendance à rentrer chez elle qu'à rester sur place. Paradoxalement, les sous-officiers ne sont pas trop inquiets. Réservistes eux-mêmes, ils connaissent leur monde et leurs soldats appartiennent à celui-ci. C'est le Nord cabochard, indépendant mais sérieux. Ils assurent aux officiers que tout le monde sera là au départ. Un appel à la radio rameutera la troupe. Ce qui sera fait. La veille de l'embarquement, il n'y a pas 30% de l'effectif sur place. Le lendemain matin, le train qui emmène la demi-brigade vers le sud ne comptera qu'un absent, hospitalisé à Lille. Au retour, à la sortie du camp, il y a bien 200 troufions en train de faire du stop. Le général donne l'ordre à son chauffeur de s'arrêter devant l'un d'eux. Il baisse la vitre et demande d'un ton sec « Où allez-vous » Saluant réglementairement, le bidasse répond une évidence, rendue encore plus percutante par la simplicité du ton et l'accent ch'timi. « Mon général, je viens chez mes pour dire au revoir à ma petite femme. » « C'est bon, dit le général monté. Et nous déposons notre militaire à la gare, avant de regagner Compiègne. Remise en forme. Un état-major est une unité de combat, pas une collection de ronds de cuir. Le général nous le rappelle en organisant 2 séances de remise en forme pour l'ensemble des officiers, sous-officiers et secrétaires. Le programme, une séance de tir et une marche de 5 km. Nous avons touché nos armes réglementaires, des pistolets automatiques et nous nous rendons au stand de tir pour les étraîner. Un concours s'engage aux résultats assez piteux, surtout pour les réservistes. Nous sommes rouillés ou pas doués. Nous assistons cependant à un beau numéro d'un de nos camarades, ancien para-SAS, qui tente de nous apprendre le tir instinctif. Impressionnant. La position fléchie sur les jambes, le geste fulgurant qui tire l'arme de l'étui et le chargeur qui se vide à la fin du geste. La cible est réticente, elle s'obstine à ne pas se faire trouer. Nous enregistrons cependant la leçon, uniquement pour l'esthétique du geste. La marche finit de nous prouver que nous sommes peut-être des guerriers, mais que nos réflexes sont rouillés. Au bout d'1 kilomètre, nous sommes tous assis par terre, haletants. Va encore pour les officiers supérieurs qui ne sont plus de première jeunesse, mais la honte pour les lieutenants. Je regrette les 20 kilos pris depuis mon service. Il va falloir me mettre au régime, sinon le terrain va me sembler lourd, et mon prestige devant ma section rassemblée derrière moi en prend un coup. La mission. L'état-major n'a pas seulement pour tâche de coordonner la mise sur pied des unités qui composent la division, ou de remettre en forme quelques officiers empâtés par la vie de garnison ou des activités civiles peu physiques. Il se penche déjà sur la mission qui sera la sienne, outre-Méditerranée, et plus particulièrement dans le département d'Oran, sa première destination. Les renseignements dont il dispose sont encore sommaires, l'intitulé même de cette mission étant vague, la pacification. Les bureaux se mettent cependant au travail, et des réunions régulières font le point sur les réflexions de ceux-ci. Malgré ma fonction subalterne, j'assiste à ces réunions régulières en spectateur attentif, faute d'y jouer un rôle actif. C'est pour moi une excellente leçon de raisonnement tactique, car celui-ci est le fondement du travail accompli, même s'il est encore très général. Le terrain, l'ennemi, les armes, les moyens à disposition et l'analyse générale de l'emploi de nos forces sont étudiés avec toute la rigueur que permettent les données à notre disposition. Cette première réflexion aboutit à un certain nombre de conclusions qui sont essentiellement des questions sur les problèmes que nous devrons résoudre. La première est l'adaptation d'une division motorisée à un combat qui paraît devoir être surtout pédestre. En effet, la géographie et notamment le réseau routier de l'Algérie limite l'emploi des véhicules. La plupart des réservistes rappelés a accompli son service en métropole ou en Allemagne,
et a été formé au type de combat des grandes unités inspirées de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ces réservistes n'ont pas, systématiquement, pratiqué la marche à pied sur de longues distances. Et comme la société évolue vers la motorisation, ce n'est pas dans le civil qu'ils s'y sont entraînés. Le colonel d'un régiment, interrogé par le général sur la formation qu'il commence à dispenser à ses hommes, lui répond sans rire : « Je travaille à transformer des conducteurs de bus en fantassins. » Second problème, l'adaptation du matériel. Celui-ci est bon, véhicules comme armement ont fait leurs preuves, mais dans le dernier conflit européen, et nous allons combattre en Afrique. L'équipement individuel des hommes pose aussi la question de sa compatibilité avec les climats chauds. Plus importante est la nature même du combat que nous allons mener. Dans la doctrine militaire classique, il y a l'ennemi et les amis. Cette distinction claire n'existe pas ici. Comment distinguer entre les félagas et la population civile ? Certes, on peut compter sur la loyauté de l'immense majorité des Pieds-Noirs, et aussi d'une majorité des Arabes. Tous sont français. D'après les renseignements, les insurgés ne sont qu'une poignée, disséminés sur le territoire. L'aspect politique de ce conflit, qui est une guerre civile, est omniprésent. Nous sentons que nos camarades d'active, pour un grand nombre marqués par le conflit indo-chinois, ne sont pas à l'aise. Ils aiment les situations nettes. Si la guerre, comme le dit Clausewitz, est la poursuite de la politique par d'autres moyens, encore faut-il une politique. La pacification à elle seule peut-elle en tenir lieu ? Pour répondre à toutes ces questions, il nous faudra attendre d'être plongés dans la réalité. Cette incertitude nous brouille un peu le moral, mais n'entame pas notre détermination de servir efficacement. Sur ce point, l'accord est total. Le 7 juin. Le Pasteur, sur lequel l'état-major de la division a embarqué avec une partie de celle-ci et des éléments d'autres corps, entre majestueusement dans la rade de Mer el-Kébir. Notre aventure commence. La traversée. Les 48 heures de traversée Marseille-Oran ont été agréables, pour les cadres. Nous disposons de cabines, d'une salle à manger du paquebot, une vraie croisière, même l'élément féminin est présent, quelques afates étant à bord, bien entourés. Les relations se nouent. Je sympathise notamment avec un colonel de l'armée de l'air, rappelé lui aussi, qui arbore sur sa tenue la croix de compagnon de la libération. Athlétique, rieur, il est une joie de vivre. Il va prendre le commandement d'un régiment de fusiliers de l'air affecté lui aussi, à l'Oranie. Une autre figure marquante du groupe des officiers, le légendaire Klosterman, rappelé pour prendre la tête d'une escadrille d'appui qui sera basée à La Ceignat, l'aéroport militaire de l'Oranie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.